le viol est utilisé comme une arme de guerre. Non! Non! C'est vraiment une intention délibérée de détruire l'appareil génital de la femme. Ils sont arrivés dans ma chambre, ils m'ont violée. Après, Tu avais quel âge? à l'âge de 15 ans. Ce sont des viols avec extrême violence, de torture, et leur corps devient le champ de bataille des belligérants. On a violé sa maman et on l'a tuée. Et c'est au champ donc qu'elle a rencontré ces bandits et qui l'ont violée. En plein cœur de l'Afrique subsaharienne, dans la région des Grands Lacs, la province du Kivu s'étend sur un territoire grand comme 4 fois la Suisse. Ses collines, ses rivières, sa végétation luxuriante et la douceur de son climat en font une région idyllique. Un paradis qui se trouve pourtant plongé dans l'enfer de la guerre depuis près de 20 ans. L'origine du conflit se situe à la fin du génocide rwandais, lorsque, en juillet 1994, fuyant les représailles des Tutsis, 1,5 million de Hutus rwandais se réfugient au Kivu voisin. Parmi eux, un bon nombre de militaires. Auteurs du génocide, ces derniers sont considérés comme une menace par le Rwanda. En 1996, l'armée rwandaise envahit le Kivu dans le but de supprimer cette menace. La région plonge alors dans la guerre. Le conflit s'étend, faisant, en moins de 20 ans, entre 3 et 5 millions de victimes, dans l'indifférence quasi générale de l'Occident. Divers groupes armés se constituent et des seigneurs de guerre se disputent l'outrageuse richesse du sous-sol et de ses gisements de cuivre, d'or, de diamants, de cassitérite et surtout de coltan. Ce minerai utilisé pour la fabrication de nos téléphones portables et autres gadgets électroniques. En plein cœur du conflit, un médecin gynécologue congolais se bat, soigne et répare les femmes victimes des pires mutilations. Fils de pasteur, Denis Mukwege a étudié la médecine en Afrique, puis s'est spécialisé en obstétrique en France. Chirurgien brillant, il a renoncé aux opportunités qui s'offraient à lui en Europe pour rentrer au pays et développer l'hôpital de Lemera, à 110 km au nord de Bukavu. En 1996, alors qu'il évacue un patient européen vers la capitale, son ambulance tombe dans une embuscade. Il échappe miraculeusement à la mort, alors qu'à l'hôpital, tout son personnel et ses patients sont sauvagement assassinés. C'est le début de l'enfer. Après un temps d'exil, Denis Mukwege revient à Bukavu, où il fonde l'hôpital de Panzi en 1999. C'est en octobre 2014 que nous entendons pour la première fois parler du docteur Mukwege lorsqu'il reçoit le prix Sakharov. Et là, nous sommes bouleversés, et pour ma part particulièrement, puisque voilà, au fond de moi, j'imagine les souffrances des victimes là-bas. Et puis, dans mon bureau, alors que je suis en larmes, je m'engage solennellement devant Dieu à mettre tout en œuvre si il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider ces victimes. Quelques semaines se passent et nous nous trouvons en Belgique pour un concert dans une petite ville
un endroit que je ne connais pas. Et nous arrivons dans une petite église et nous rencontrons le pasteur qui se trouve être africain. Et puis, on fait connaissance. Et au bout d'un moment, il me dit « Mais tu t'occupes des femmes violées ?» Alors, je lui explique que ce n'est pas vraiment le cas. J'ai un engagement. Nous nous engageons avec l'Association Espoir Diffusion contre le trafic d'êtres humains, toutes les violences faites aux femmes. Et puis, le pasteur me dit « Ah bon, c'est intéressant, tout ça. Il faudrait que je te présente à mon frère. » Je dis « Ok, pourquoi pas. Qui est ton frère ?» Il me dit « Mon frère vient de recevoir le prix Sakharov. » Et là, je ne peux pas croire. J'ai dit « Mais attends, tu es en train de me dire que tu es le frère de Denis Mukwege ?» Et il me dit « Oui, effectivement. » Et là, je lui explique l'engagement que j'ai pris et comme j'ai été touché de savoir ce qui se passe là-bas. Et puis, après le concert, on sort de nos agendas et très rapidement, en quelques instants, nous définissons que nous allons nous rendre ensemble auprès de Denis à Panzi en avril 2015. Après avoir atterri à Kigali, capitale du Rwanda, nous parcourons en voiture les 250 km qui nous séparent de Bukavu. Nous sommes frappés par la propreté du pays, par la qualité des infrastructures et notamment des routes parfaitement entretenues. Arrivé à la frontière, le contraste est saisissant. Au-delà du vieux pont en bois qui relie les deux pays, la réalité du Kivu est bien différente. Il y a 20 ans, Bukavu comptait 300 000 habitants. C'était une ville où il faisait bon vivre. Depuis le début de la guerre, avec l'arrivée massive de réfugiés rwandais, mais également de Kivusiens fuyant l'insécurité des campagnes, la population a triplé. Peu à peu, l'anarchie et le chaos se sont installés. Départ pour Panzi, où nous sommes attendus par Denis, qui anime la réunion du matin. Dans l'enceinte de l'hôpital, en effet, chaque journée commence par un temps de célébration. Le personnel, les soignants et les malades se réunissent pour chanter, prier et écouter la parole de Dieu. Notre arrivée a été annoncée et l'accueil est très chaleureux. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour saluer l'Assemblée et apporter un court message d'encouragement. Il n'y a aujourd'hui sur la terre aucun homme, aucune femme que j'aurais eu autant de bonheur de rencontrer que Denis Mukwege. Et merci d'être ici. Mais la première chose dont je suis convaincu, c'est que Dieu ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Denis nous fait visiter l'hôpital et nous raconte son quotidien. Des histoires qui nous laissent entrevoir l'enfer des femmes violées du Kivu. À Panzi, Denis Mukwege prend en charge, soigne et répare des milliers de femmes, de jeunes filles et, depuis peu, de bébés victimes de viols de guerre. En 16 ans, plus de 45 000 survivantes, dont 3 457 mineurs, ont été opérées dans l'hôpital. Mais on estime le nombre de victimes de ces atrocités à près de 500 000. Ces 2 dernières années, dans un seul village de la région, 35 bébés ont été sauvagement violés, leur appareil génital systématiquement détruit. Nominé à 2 reprises pour le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege s'impose aujourd'hui sur la scène internationale comme une figure emblématique de la lutte contre les violences sexuelles. Ceux qui commettent ces actes veulent absolument humilier la victime, mais humilier également la population. C'est une confusion terrible de penser que ce qui se commet sur les femmes ici, c'est quelque chose qui a à voir avec le sexe. Non, ça n'a rien de sexuel. Il y a des gens qui me disent oui, le viol a toujours existé. Mais ici, c'est violer en présence de tout le monde, en public.
lorsqu'une mère est violée en présence de ses enfants. Et pour beaucoup d'enfants, ça détruit l'image de la mère, ça détruit cette relation mère-enfant. Les religieuses ont été violées avec une extrême brutalité et même massacrées. Et donc vous voyez que c'est un contexte où on détruit tous les tissus sociaux qui permettent en fait à la société de vivre dans une cohésion. Et lorsqu'il n'y a plus de cohésion sociale, ce sont en fait les bourreaux qui bénéficient puisqu'ils peuvent maintenant imposer leurs lois, utiliser la population comme esclave dans les mines, comme esclave dans diverses exploitations. C'est une stratégie tout à fait délibérée pour détruire une communauté, détruire une nation. Nous passons du temps avec les survivantes de Panzi. Celles qui sont en phase de convalescence sont réunies sous un préau. Nous visiterons les autres dans leur chambre. Par pudeur et par respect, nous ne filmerons pas ce temps particulièrement marquant pour nous. Quand on est allé dans les chambres, là j'étais vraiment touchée parce qu'on voyait vraiment la souffrance qu'elles vivaient, qu'elles enduraient. Des personnes ne peuvent plus se lever, elles sont constamment alitées. Et puis voilà, on voit vraiment qu'elles souffrent. Alors j'étais vraiment impressionnée par le courage qu'elles ont, par la force qu'elles ont, par l'envie de vivre qu'elles ont encore, malgré tout ce qu'elles ont vécu. On peut essayer d'imaginer, mais on ne peut pas vraiment se rendre compte, mesurer vraiment ce qu'elles vivent. Avec des cris de joie mêlés de larmes, les survivantes de Panzi nous témoignent leur infinie reconnaissance pour l'intérêt que nous leur portons. Certaines acceptent de témoigner face caméra. Elles s'appellent Étoile, Chance ou encore Alphonsine. Leurs histoires dépassent les limites de l'imaginable, alors que les photos que nous montre Denis nous plongent dans l'horreur la plus absolue. S'il s'agissait de membres sectionnés, nous disait Denis, en nous montrant des photos de bébés, peut-être que la communauté internationale aurait déjà réagi. Mais ça, à qui peux-tu montrer ça? À Panzi, on répare l'irréparable. On répare les corps, on soigne l'âme et l'esprit. Car en plus des soins médicaux, la Fondation offre aux survivantes toute une structure de réhabilitation, avec notamment un programme de plusieurs mois visant à reconstruire leur estime d'elles-mêmes et à transformer leur peine en pouvoir. On leur enseigne la couture, l'artisanat, la gestion et pour certaines, même l'informatique. Alors le miracle se produit, comme pour ce groupe de femmes qui nous explique comment, grâce à un microcrédit de seulement 50 €, elles sont parvenues à monter un petit commerce, à scolariser leurs enfants et même à construire une maison. Je viens de Chabunda. Tu étais victime de violences sexuelles? Donc elle était aussi victime de violences sexuelles? J'ai eu la grâce d'avoir Maman Zawadi. Donc elle m'a fait soigner physiquement. Et après les soins, elle m'a donné une somme d'argent. J'ai commencé à vendre les poissons salés. Nikavimbisha mfuko yangu nikaendelea kuuzisha mabitu yangu nikakuwa natuma kwetu Shabunda. Moi j'ai commencé à envoyer de la marchandise chez moi. Leo hii niliuza parcelle yangu Kabambi. J'ai acheté maintenant une parcelle de terre. Niko na nyumba kubwa sana. J'ai maintenant une grande maison. Mpaka wandugu wanakuwa wote wanaingia mwele nyumba wanashangaa sana. Donc les gens qui viennent me voir et vont dans ma maison sont étonnés de voir ma maison. Hivi jamaa yangu iko bien sana. Ma famille est bien. Batoto yangu biko na santé ya mzuri. Mes enfants ont une bonne santé. Aliwasomesha. Donc ils ont pu étudier. Mama yangu mzazi iko na afya ya mzuri. Donc ma mère, j'ai pris aussi ma mère en ma charge qui est en bonne santé. Na mie peke mimi najisikia niko huru kabisa. Et je me sens vraiment libre. Shukrani kwa Mama Zawadi. Merci à Maman Zawadi. Sijua
Autre réalité de Panzi, les enfants issus du viol. Appelés enfants serpents, considérés comme maudits, ils sont abandonnés, exclus, comme des pestiférés. Pris en charge dans l'enceinte de l'hôpital, ils y reçoivent l'éducation et l'amour dont ils auraient été privés au dehors. Mais combien d'autres n'auront jamais cette chance? Denis nous explique avoir réalisé, alors qu'il opérait l'appareil génital d'une fillette de 8 ans, elle-même issue d'un viol, que, pour mettre fin à cette barbarie, il fallait s'attaquer aux causes et pas simplement en réparer les effets. Reçu par des chefs d'État, intervenant régulièrement aux tribunes des Nations Unies et du Parlement européen, Denis Mukwege interpelle le monde et dénonce l'impunité dont jouissent les auteurs de ces crimes. On vous entend parler souvent de cette ligne rouge que vous souhaiteriez voir les Nations Unies fixer, notamment pour que justement les auteurs de ces viols de guerre puissent être punis. Vous avez confiance que ces décisions puissent aboutir? Moi, je pense que la ligne rouge est de la responsabilité de nous tous. La responsabilité de nous tous, et ça part des communautés locales jusqu'au niveau de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous travaillons avec des communautés locales ici au Sud Kivu. Nous travaillons avec les hommes qui prennent la responsabilité par rapport aux femmes, par rapport aux enfants qui sont en fait détruits sans une raison, juste pour avoir des ressources naturelles de ces pays. Et je pense qu'au niveau local, déjà, il faut absolument que les dirigeants, les chefs de communauté, les chefs coutumiers puissent prendre la responsabilité de pouvoir vraiment mettre ces crimes comme un crime contre l'humanité. Au niveau national, il est très important que les lois qui existent puissent être renforcées, puissent être appliquées. Aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est que les lois au niveau national ne sont pas appliquées. Et donc, ça fait que l'impunité, les gens pensent qu'ils peuvent violer, ils peuvent détruire les femmes, ils peuvent détruire les enfants sans que ça ait des conséquences. Son engagement lui attire de plus en plus d'ennemis. En janvier 2015, il échappe une fois encore à une tentative d'assassinat. Depuis lors, il bénéficie de la protection des casques bleus de l'ONU. Littéralement prisonnier à l'hôpital, il n'est plus en mesure d'honorer sa charge de pasteur. C'est donc dans son église, en ville de Bukavu, que je vais intervenir tout au long de la semaine. La ferveur des fidèles y est impressionnante. Les gens s'y rendent chaque jour, comme des naufragés du désert, trouvant dans ce lieu une oasis bienfaisante. En tant que pasteur, dans un pays comme le Congo, qui est un pays où les gens sont en majorité croyants, pratiquants, plein de ferveur, est-ce que vous ne pensez pas que l'Église a, en dehors du gouvernement, un rôle à jouer important dans cette prise de conscience, dans le traçage de cette ligne rouge? Absolument. Moi, j'ai dit que pour tracer cette ligne rouge, on n'a pas besoin, il ne faut pas que quelqu'un dise c'est le rôle de l'autre. Vous voyez que si, à différents niveaux, on prend cette question comme une question qui concerne la survie de notre humanité, une question qui concerne la survie, pas seulement des femmes, mais la survie des hommes et des femmes ensemble, on peut arriver à mettre en tête à toutes les personnes qui essaient d'utiliser cette arme comme une arme de guerre, que ce n'est pas accepté par la communauté, et si je commets un tel acte, je serai tout simplement mis au banc de la communauté, et je crois que ça serait une ligne rouge qui est tracée. Ils ont foi en Dieu, et le message de l'Évangile leur offre le droit d'espérer encore. Suivant l'exemple de leur pasteur, ils placent leur confiance en Jésus-Christ
et s'accrochent à l'espérance de la parole de Dieu. Jésus dit aime ton prochain comme toi-même. C'est une loi que moi je trouve formidable, c'est un idéal. On ne peut pas y arriver d'aimer l'autre comme soi-même, mais je crois que si on court derrière cet idéal, si on se dit je vais m'efforcer, chaque matin vous vous réveillez, vous dites qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui du bien à mon prochain, qu'est-ce que je vais faire du bien aujourd'hui à mon voisin. Si on peut sentir en soi qu'on est en train d'aimer les gens qui vous entourent comme soi-même, c'est un bonheur sans limite. Je sais c'est pas facile quand on a trop saigné, quand les images défilent qu'on peut pas oublier, quand même le temps n'a rien effacé. Je sais c'est impossible sans le secours de Dieu, sans sa main visible qui nous bouscule un peu, qui vient nous rappeler qu'il a pardonné. Accorder pour le recevoir, accepter qu'on l'a pas mérité. Croire encore qu'il n'est pas trop tard par le pardon, par le pardon. Tout recommencer, oh, par le pardon, par le pardon. Tout recommencer. Denis Mukwege et les siens sont bien conscients que l'avenir de leur pays se jouera sur la scène politique. Néanmoins, dans ce qui ressemble à une guerre spirituelle opposant une poignée d'anges en blouse blanche à toute la puissance de l'enfer, nos amis de Panzi sont convaincus que seul un miracle pourra redonner vie à tout ce que le mal a détruit chez des millions de leurs compatriotes. Ce miracle peut commencer chez nous, avec la prise de conscience qu'indirectement, notre confort est la source de leur malheur. Refuser de fermer les yeux face à cette barbarie est déjà un premier pas générateur d'espoir pour les femmes du Kivu. Les crimes dont elles sont victimes nous concernent tous, car, en visant la source même de la vie, ils touchent l'humanité tout entière. Médecins, personnels soignants, pasteurs et bien d'autres personnes rencontrées là-bas nous ont laissé un magnifique exemple de courage et de foi. Un exemple d'hommes et de femmes consacrant leur vie au service de leur prochain. Un exemple qui nous percute et nous défie quant aux vraies valeurs de l'existence. Alors, pour que les enfants du Kivu osent rêver encore d'un avenir meilleur, puissions-nous suivre cet exemple et avec eux, croire à l'impossible. Je n'ai connu ni le froid ni la faim. Je n'ai jamais vécu sans droit, sans un toit ni sans rien. Je n'ai pas la moindre idée de ce que t'as pu ressentir, de te retrouver paumé, sans espoir d'avenir. C'est vrai, je n'ai connu ni l'abus, ni la haine, ni la jungle de ces rues, là où l'enfer se déchaîne, ni les mots, ni les coups d'une enfance massacrée, ni tous ces actes un peu fous qui vous marquent à tout jamais. Je n'ai pas eu à défendre la couleur de ma peau, je n'ai pas eu à apprendre que partout je suis de trop. Je n'ai pas eu à chercher un père, toujours absent. Je n'ai pas eu à regretter d'avoir eu des parents. Je sais, je n'ai rien mérité, ni ce que je suis, ni ce que j'ai. De tout ce qui t'a manqué, que jamais je pourrais te donner. Mais la clé du bonheur et le chemin à suivre, c'est ce que j'ai de meilleur et je t'aiderai à le vivre. Pour que tu rêves encore, pour que tu rêves encore, pour que le feu reprenne et que les vents te mènent, où l'amour a toujours est plus fort. Pour que tu rêves encore,
encore.